Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. La saison sur route est presque terminée, il reste une petite semaine encore avec notamment le week-end prochain les manches finales de la Coupe de France. Et ce week-end, le week-end dernier, on a eu les deux grandes dernières courses du calendrier, on va le dire ainsi, avec le Tour de Lombardie et Paris-Tours. Dans ce podcast, on va justement revenir sur ces deux classiques qui se partagent l'appellation, le surnom de classique des feuilles mortes. On va donc revenir sur le Tour de Lombardie et Paris-Tour avec ce qui s'est passé, un petit peu le débriefing global de ces deux courses, avec deux de nos spécialistes du groupe Eto. Johan pour commencer, salut Johan. Salut Mathieu. Et on est aussi avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut, bonsoir à tous. Alors on ne cachera pas votre petit entrain par la reprise de la saison de cyclocross. Alors saison de cyclocross qui a déjà repris il y a un petit moment, mais avec la Coupe du Monde qui est partie ce week-end aussi, comme quoi pour vous dire un petit peu que le cyclisme ne s'arrête pas l'hiver. Ouais, on a le droit en prime time du coup pour la manche américaine, 21h. Ah c'est pas mal, c'est pratique au moins, c'est plus facile pour être libre pour voir la course. Et puis tant qu'on parle des autres disciplines, moi j'ai passé la semaine à regarder les championnats d'Europe de cyclisme sur piste et l'équipe de France qui repart avec 10 médailles. Ça peut être de bonne augure pour les championnats du monde qui commencent mercredi prochain. Et qui seront en France à Roubaix. Et bien voilà, vous savez tout pour le programme de ce podcast Tour de Lombardie, Paris-Tour. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. On va faire ce podcast dans l'ordre chronologique en commençant par la course World Tour de ce week-end, le Tour de Lombardie qui a donc été remporté ce samedi par Tadej Pogačar qui devance Fausto Masnada à l'arrivée sur un sprint à deux. Tadej Pogačar, il rentre dans l'histoire d'une certaine manière. Il est le premier coureur à remporter dans la même année le Tour de France et deux monuments après Fausto Coppi et Eddy Merckx. Eddy Merckx qu'il avait en plus fait à plusieurs reprises. Tadej Pogačar, sur ce Tour de Lombardie, est-ce qu'on peut dire que c'était tout simplement le plus fort et que quoi qu'il arrive, même s'il n'était pas parti entre guillemets en facteur, il aurait devancé les autres? Après c'est compliqué parce que si il y a eu quand même pas mal de parties de transition et s'il s'était retrouvé dans le groupe, derrière on aurait très bien pu avoir un coureur qui part tout seul et puis derrière il se fasse piéger avec les autres, comme on avait eu avec Mollema la dernière fois. Donc c'était mieux pour lui d'être devant quand même si c'était peut-être le plus fort. Avec Masnada aussi. Mais je pense que quand même il a couru de la bonne manière pour lui pour pouvoir gagner. Et puis fallait quand même avoir les jambes pour tenir aussi longtemps devant et puis mettre 30 secondes à tout le monde dans le col avant l'arrivée. Donc il était très très fort en tout cas. Geoffrey, tu t'attendais à voir Tadej Pogačar partir tout seul aussi loin de cette manière-là? Bizarrement non, par rapport au résultat des dernières courses, quitte à avoir un Slovène, j'attendais peut-être un peu plus de Roglic. Même si avec la descente qu'il y a derrière, c'est pas nécessairement lui que j'attendais le plus, c'est pour ça que je l'avais pas mis dans mes favoris la fois dernière. Même si bon, au niveau favori, je suis bien passé à côté. Après, quand il a démarré, l'attaque en elle-même c'est pas étouffant. Je veux dire, c'est pas comme celle qu'il a pu mettre sur le Tour de France. Après, il a su bien gérer la descente, la transition, la gestion de course avec Masnada. Après, De Koning qui a fait une course, on reviendra dessus après, mais sur l'ensemble, il part dans le Passo di Ganda, c'est le seul à vraiment y partir, il creuse l'écart sur un peloton, parfois parce que derrière ça s'organisait un petit peu mal et ça s'entendait pas, mais il réussit à tenir et à bien gérer sa course jusqu'au bout. Au sprint, il n'y a pas photo. Donc c'est peut-être plus une victoire tactique par le fait d'être le premier à avoir vraiment pris l'avantage? C'est pas tellement qu'il est juste le plus fort absolument comme on a pu le voir sur le Tour de France, c'est qu'au final il était fort, pas aussi fort qu'il a déjà été, mais quand on voit le groupe derrière, je vois pas qui au final aurait pu lutter avec lui, même dans d'autres circonstances de course. Après c'est un peu comme le Tour de Liège-Bastogne-Liège. En soi, il y a d'autres coureurs qui étaient sans doute un peu à son niveau et qui auraient peut-être pu le suivre. Il y a Julien Lafilippe qui a dit qu'il a regretté de pas avoir fait l'effort et pas avoir tenté de suivre, par exemple. On ne sait pas trop ce que ça aurait pu donner. Mais il est très résistant, il est très endurant.
c'est dur à prendre en défaut, et si on arrive au sprint avec lui, dans une course de résistance et d'endurance, c'est très compliqué de pouvoir le battre derrière. Donc forcément, s'il a un coup d'avance, après en plus, c'est compliqué. Oui, en quelque sorte, peu importe la situation de course, il avait des très bonnes cartes pour aller gagner. Pour une classique où il y a du dénivelé, où c'est pour les grimpeurs, mais où il faut aussi de la résistance parce que c'est très long, et où il faut une bonne pointe de vitesse parce qu'au final ça arrive sur le plat, ça met en avant Pogačar. Si l'arrivée c'était en haut d'un petit mur, ça serait déjà un petit peu différent, et peut-être d'autres coureurs qu'on pourrait imaginer finir très fort. Et pourtant, ce qu'il avait montré depuis le Tour de France, et notamment sur cet automne, les classiques italiennes notamment, il n'avait pas montré, contrairement à un Primož Roglič par exemple, qu'il était extrêmement fort, qu'il avait retrouvé des jambes excellentes. Il fait quand même 3 et 4 la semaine dernière, non? Oui, voilà, c'est pas... Il n'a pas tout gagné, mais... Il n'était pas à la ramasse, mais il n'a pas dominé les autres. D'une certaine manière, c'est ce que je voulais dire, quoi. Après, Pogačar, il domine rarement les autres dans les classiques. Même par exemple aux Jeux Olympiques où il fait la sélection dans le col. Après, il va faire 2e, 3e au sprint, je sais plus. Parce qu'il a un bon finish, mais il a subi un petit peu aussi. On l'a pas vu tout exploser dans les classiques, comme on l'a vu tout exploser dans les courses par étapes pour l'instant. Donc, c'est aussi dans ses standards habituels. Et puis forcément que sur un Milan-Turin, tu peux avoir des Yates qui sont vraiment dans leur filière de coureurs de course de côte très explosifs, qui sont capables de monter très haut d'un coup. Qui peuvent rivaliser, qui tout d'un coup sur une course de 250 bornes n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes physiologies pour pouvoir exister. Donc à partir du moment où on voyait 3e de Milan-Turin, on pouvait quand même imaginer qu'il soit là dans le final du Tour de Lombardie. Le parcours du Tour de Lombardie lui va mieux qu'à Milan-Turin. Qu'est-ce qui correspond le plus? La distance, le fait que ça se finit pas en côte Les deux, ouais. Parce que si ça se finit en côte, de fait, les coureurs ont en général tendance à moins partir de loin. Et on met un Pogačar dans une course de côte face à des coureurs comme Roglič et Woods, pas dit qu'il ait autant de facilité. Alors que rien que ces coureurs-là, on les met ensemble dans un petit groupe et ça arrive sur le plat, on pense déjà un peu plus à Pogačar pour la gagne. Et justement, d'ailleurs, par rapport au parcours, est-ce que le changement de parcours, puisqu'on est repassé à un parcours entre Com et Bergame, alors qu'on était sur plusieurs années entre Bergame et Com, avec un final notamment par le mur de Sormano, le Civiglio, est-ce que ce changement de parcours, avec des montées moins raides, moins pentues, a aidé, favorisé Tadej Pogačar, ou sur l'autre parcours, il aurait fait à peu près la même chose selon vous? L'autre parcours, ça dépend lequel, parce qu'au final, quand on arrive à Com, tu prends avec quel versant de Civiglio? Tu prends avec Sormano ou pas? Tu prends avec San Fermo della Battaglia sur la fin ou pas? Il y a plein de parcours alternatifs. Si on prend un parcours où on enchaîne Sormano à 40-50 bornes de l'arrivée, là ça va être une course très dure qui se lance de loin, les capacités d'endurance vont prendre le dessus, et on sait qu'un Pogačar va se retrouver être très à l'aise. Si à l'inverse on prend pas on prend pas Sormano, mais on a Civiglio par son versant très raide, là on a plus ou moins une course de côte sur une côte de 3 km ultra pentue, et ça met déjà plus en avant des coureurs, Woods, peut-être à la Philippe, voire même Bardet, même si Pogačar aurait été avec eux quoi qu'il arrive. Après, sur le parcours qu'on a eu les dernières années, ce qui serait peut-être passé, c'est qu'il y a eu moins de coureurs qui auraient eu... Enfin, comment dire, quand on passe sur le Civiglio, en général, les coureurs passent à fond. Ils passent au sommet vraiment à leur limite. Ce qu'on n'a pas forcément vu sur la course cette année. Donc peut-être que sur le Civiglio, il y aura des coureurs qui ont plus tenté de s'accrocher directement, parce qu'ils savent que là, sinon, la course est finie. Et peut-être qu'après, il y aurait plus de coureurs pour suivre Pogačar, peut-être pas. Hein. Enfin, après, on ne sait pas. Mais peut-être que c'est surtout les adversaires qui auraient couru différemment plus que Pogačar en lui-même. C'est-à-dire que là, en quelque sorte, avec ces montées qui étaient moins pentues, c'était peut-être entre guillemets plus facile de se regarder les uns les autres. Plus peur de faire l'effort pour l'adversaire, plus de vallées derrière, donc forcément on va un peu plus en garder. On sait que ça peut revenir si ça s'organise, plein de petites choses comme ça. Donc sur l'autre parcours, en général, c'est le mur de Sormano, on monte à fond, Civiglio, on monte à fond, et après on voit ce qui se passe. Donc je pense qu'il courir un peu différemment sur les adversaires. Après, est-ce que Pogačar n'aurait pas mis une mine dans le mur de Sormano, il serait parti de la même manière, on ne sait pas non plus. Et justement, par rapport à l'aspect tactique un petit peu, on va se concentrer sur une équipe à présent qui était en surnombre derrière Tadej Pogačar pendant un petit moment. C'était en surnombre. Ils étaient présents à plusieurs coureurs, en tout cas, c'était Deceuninck Quick-Step avec 2 coureurs, Julien Alaphilippe et Fausto Masnada. Au final, sur le sommet du Passo di Ganda, Fausto Masnada part un peu en facteur. Il revient sur Tadej Pogačar et se fait pas trop sprint. Est-ce que pour vous c'était la bonne tactique qui a été employée par l'équipe de Patrick Lefeveur, sachant qu'il y avait aussi des Joao Almeida, des Remco Evenepoel, etc. Les Almeida et Evenepoel, le problème c'est qu'ils étaient plus là vraiment, parce que
On aurait pu attendre d'eux d'être un peu plus forts et un peu plus présents dans le final, et quand on parle vraiment de la partie finale, il leur restait qu'Alaphilippe et Mastada. Bon, que Alaphilippe et Mastada, c'est quand même pas rien, mais on aurait pu attendre un collectif Quick-Step plus présent. Ils ont tenté quelque chose avec Mastada qui part, ce qui a permis à Alaphilippe de gérer un petit peu différemment ses efforts derrière. Bon, le problème, c'est qu'il y a eu des moments où ça a tourné à n'importe quoi derrière, et ça alternait entre non, je roule pas parce que j'ai un tel qui est devant ou derrière, mais si, en fait, je roule quand même parce que l'autre, il roule pas. Et c'était assez bizarre par moment. Au final, est-ce que justement, ils auraient pas eu peut-être plus intérêt à miser tout sur Alaphilippe, à faire rouler Mastada pour que Alaphilippe puisse, pourquoi pas, jouer la gagne au sprint ou sur la dernière bosse, hein. Il y avait plus de chance avec Alaphilippe peut-être? Après coup, vu qu'ils ont perdu, on se dit forcément avec Alaphilippe, il y avait plus de chance. Maintenant, Masnada qui part en facteur, on peut le laisser partir. Si c'est Alaphilippe qui attaque, on va pas le laisser partir. Les autres auraient réagi. Maintenant, est-ce que ça lance une course de mouvement ou derrière, dans le groupe, dans le peloton, ça bouge bien et on a un groupe de costauds qui se détache et qui avance vite? Ou est-ce que Alaphilippe se fait reprendre au bout de quelques hectomètres et il y a tout le monde qui se regarde, et à ce moment-là, Pogačar se retrouve en haut du Passo di Ganda, non pas avec 30 secondes d'avance, mais avec 1 minute 15, parce que tout le monde a passé le reste de la montée à se regarder. C'est aussi quelque chose qui aurait pu arriver. Moi, je trouve pas que c'était une mauvaise chose en soi. Si Masnada il a les jambes pour revenir, il revient, et puis au moins t'as un coureur qui est là pour jouer la gagne, et c'est déjà ça de prix, quoi. Forcément qu'Alaphilippe, c'est plus un gagneur, donc t'as plus envie qu'il soit devant, mais c'était quand même pas mal. L'erreur, c'est plus pourquoi Masnada roule avec Pogačar. La tactique classique, c'est le coureur devant, il dit ah non, je roule pas, j'ai un mec derrière, et le mec derrière il dit ah non, je roule pas, j'ai un mec devant. Et puis les deux, ils se font emmener, et après tu peux essayer de voir si Masnada il a les jambes pour essayer de distancer Pogačar dans la dernière bosse. Mais c'est sûr qu'au sprint, tout le monde a annoncé qu'il allait se faire battre, il s'est fait battre. Il y a quelque chose d'un petit peu plus subtil à aller chercher quand même, mais voilà, après, c'est pas l'équipe qui a le plus mal couru non plus. Pour toi, il y a eu de plus grosses erreurs tactiques que de Koenig qui sont bien débrouillés pour toi du coup? Il y a eu plus certaines limites physiques, mais par exemple, typiquement, j'ai voulu faire rouler Vingegaard au lieu de démarrer directement une dynamique de relais de tout le groupe ensemble, c'est pas spécialement une chose à faire, quoi. C'est un mec qui est lâché, il est lâché, dans Roglic, il dit ok, on va rouler, si Vingegaard il revient, c'est bien, s'il revient pas, c'est pas grave. Mais dans un final de classique comme ça, tu sais que les mecs devant ils partent, ils sont plus forts, ils vont aller au bout si jamais c'est un équipier qui roule derrière. Oui, la Jumbo avec au final Roglic qui était un petit peu limite sur le final. Peut-on être surpris de voir la Jumbo-Visma faire n'importe quoi? C'est vrai que sur les derniers podcasts, vous critiquiez un petit peu les tactiques néerlandaises et de la Jumbo-Visma. C'est le running gag, hein. À chaque fois. Voilà. Parfois c'est Movistar, parfois c'est eux. Mais non, oui, pourquoi? Après, maintenant, on a vu aussi dans le final que Roglic n'était pas aussi fort que ce qu'il semblait être par rapport à ce qu'il avait donné dans la semaine. Pour The Killing Quick-Step, malheureusement, il n'y a pas à y avoir un débat très animé. Je suis même avec Johan. Fausto Masnada n'aurait pas dû passer le moindre relais. Il restait dans la roue de Pogačar. Et Pogačar, il se débrouille, quoi. Vu la différence de standing entre les deux coureurs, vu la différence de palmarès entre les deux, non, quoi, c'est à Pogačar de rouler jusqu'au bout. Pogačar, il a gagné le Tour, il a déjà gagné une grande classique difficile en réglant au sprint d'un petit groupe. Masnada, son palmarès, c'est quoi? Il a une étape du Giro, il a dû en gagner au Tour des Alpes, et il a gagné une course par étape en Chine, et je crois qu'il a rien gagné d'autre. C'est pas le même pédigré, oui, c'est sûr. C'est pas personne non plus, Fausto Masnada, mais dans cette circonstance de course-là, surtout qu'il a la Philippe derrière, il reste dans la roue, il en fait pas une et il attend le sprint. Parce que si Pogačar mène les 10 bornes de plat et la montée qu'il y avait dans Bergame, j'ai oublié son nom. Oui, le Colle Aperto. Colle Aperto. Si Fausto Masnada se contente de rester derrière, en plus, s'il passe moins de relais, il peut peut-être être un peu plus frais, donc revenir un peu plus vite sur Pogačar dans ce Colle Aperto, quand Pogačar accélère un petit peu. Et tout ça fait qu'il peut avoir un peu plus d'énergie pour battre Pogačar à l'arrivée. Réussir à le battre, ça c'est encore autre chose, mais déjà il avait un peu plus de chance, alors que là on a vu qu'il n'y a même pas eu match au sprint entre les deux. Et après donc au final on a un groupe derrière avec une demi-douzaine de coureurs qui n'ont pas réussi à revenir sur Pogačar et Masnada, en citant dans l'ordre d'arrivée Adam Yates, Primoz Roglic, Alejandro Valverde, Julien Alaphilippe, David Gaudu, Romain Bardet et Michael Woods. Parmi ces coureurs-là, est-ce qu'il y a un coureur qui a plus perdu que les autres, qui aurait pu davantage que les autres
l'emporter et qui a fait peut-être une erreur tactique? On pourrait dire Yates parce qu'il remporte le sprint du groupe. On pourrait dire Alaphilippe parce que s'il n'a pas à se préoccuper nécessairement de est-ce que Masnada va peut-être gagner devant parce qu'il passe des relais quand même, donc peut-être qu'on joue quand même la gagne pour Masnada. Il aurait peut-être eu des informations différentes, il aurait peut-être pu gérer sa course différemment. Maintenant, c'est compliqué de lister un coureur qui aurait plus perdu que les autres. C'est facile de lister un qui aurait de toute façon rien changé, c'est Michael Woods, qui a fini dernier du groupe au sprint. Ça aurait pas changé grand-chose. Tu l'aurais pas vu sortir tout le monde de sa roue dans le Colle Aperta? Bon, il aurait pu, mais c'est pas pour autant que ça aurait tenu derrière. Et il suffisait qu'il y en ait un ou deux qui s'accrochent à sa roue pour que ça change pas le fait qu'il ne gagne pas. Oui, sachant qu'il n'est pas connu pour être rapide au sprint, on va le dire comme ça. Johan, est-ce que tu rejoins Geoffrey, pas vraiment de grand perdant dans ce groupe qui s'est au final joué la 3e place? Non, parce que forcément on pourrait penser à Roglic, mais Roglic comme il était en difficulté dans la bosse de Bergame, forcément ça laisse, ça montre qu'il y avait des limites aussi, donc pas un perdant en soi énorme. Tous ils auraient dû mieux se relayer, ils auraient dû y aller. Enfin, il y en a qui se sont amusés à faire des threads sur Twitter. Alors Bardet à un moment a sauté tel relais, donc du coup ça a désorganisé le groupe, mais enfin c'est un peu ridicule. C'est une responsabilité partagée, quoi. Oui, c'est une responsabilité partagée. Voilà, après, forcément par exemple, un Bardet était quand même très fort et qui peut avoir des regrets parce qu'on le sentait vraiment très costaud. Alaphilippe, il n'aura pas forcément toujours l'occasion de gagner le Lombardie. Valverde, il lui reste plus beaucoup d'années devant lui, donc on ne sait pas, remarque, hein, mais Il lui reste peut-être une saison, au moins. oui, peut-être, hein. Comme Rebellin, hein, peut-être. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait pour le Murcian. Ouais. Et justement, par rapport à nos Français, tu disais un petit peu Romain Bardet, Julien Alaphilippe, David Gaudu, ils étaient 3 dans ce groupe derrière de 7 coureurs. Il y a vraiment des regrets pour eux, il y avait la possibilité concrètement d'aller chercher cette victoire? David Gaudu, moins, me sentait un peu plus limite. Il a fallu vraiment l'occasion, et donc c'est plus compliqué. Bardet Alaphilippe, ouais, un peu plus quand même. Hein. Alaphilippe, dans un lancer de son mondial, ça aurait été vraiment une victoire. Ils sont quand même très costauds, donc quand même un peu plus de regrets à avoir. Geoffrey, est-ce que tu partages les regrets de Johan concernant Alaphilippe et Bardet? Alaphilippe, on en a déjà parlé un peu, ça dépendait pas que de lui, ça dépendait de la tactique collective avec Fausto Masnada. Mais pour les deux autres, je me dis un Gaudu aurait pu peut-être être un peu moins regardé que s'il bougeait un petit peu tôt, il aurait pu essayer de partir avec Masnada par exemple. Bardet, j'ai envie de dire encore plus parce qu'il semblait fort, il semblait vraiment fort mais lui aussi quoi, au sprint derrière c'était pas évident, mais peut-être que s'il partait on laisse plus facilement partir un Bardet qui est un peu en manque de grandes références ces derniers temps. C'est le Bardet d'il y a 3 ou 4 ans, on l'aurait plus regardé que le Bardet d'aujourd'hui. Et s'il attaquait, c'est pas comme si c'était Roglic ou Alaphilippe qui sortait. Et il aurait pu bénéficier de la mansuétude du peloton comme Masnada qui a su sortir presque en facteur. Maintenant, on a 3 Français qui sont dans le top 10 du Tour de Lombardie. C'est quand même pas mal d'être déçu avec ça. Ça reste une satisfaction, quoi. C'est même plus une satisfaction. C'est ça qui est une satisfaction. C'est ça qu'on est une, en fait. C'est qu'on a 3 Français qui sont dans le top 10 et on est un peu déçus. Bon, après, c'est un tir groupé 6-7-8. C'est pas le bilan collectif le plus prestigieux, quoi. C'est un bilan collectif à la Movistar. Mais c'est que justement, on avait des coureurs en mesure d'aller chercher cette victoire. C'est ça que tu soulignes, en quelque sorte. Ouais. On a plusieurs qui sont capables de peser sur la course et d'être présents parmi les meilleurs. Et ça confirme la bonne dynamique du cyclisme français au sens large, quels que soient les terrains depuis quelques années maintenant. Avec un petit regret toujours de Thibaut Pinot qui n'a pas pu suivre vraiment dans le final. Alors apparemment Thibaut Pinot qui aurait pris froid il y a pas très longtemps, donc on va dire que les galères reviennent assez vite pour lui. Pinot il se fait lâcher avec Evenepoel, donc c'est-à-dire qu'il est revenu au top du cyclisme mondial. Hein. Evenepoel qui finit 19ème à 3 minutes et Pinot qui a lâché, qui finit 50e à 8 minutes pour être précis. Bon, de toute façon, il n'y avait plus grand chose à jouer pour le franc-comtois, bien sûr. Mais ça peut peut-être, à force, cette reprise, cette fin de saison pour lui, le relancer véritablement pour 2022, vous pensez?
En tout cas, il a montré des bonnes choses sur la fin de saison par rapport à l'état presque catastrophique. Parce que en début d'année, on espérait beaucoup plus, et plus on avançait dans la saison et moins il courait. Et par moments, on était presque à craindre une fin de carrière anticipée et qu'on le reverrait jamais sur une course. Donc, il y a eu du mieux. Maintenant, jusqu'où peut-il remonter au plus haut niveau, ça reste quand même une inconnue, parce qu'il n'a pas non plus montré de grandes choses sur les très grandes courses. À voir l'année prochaine, quel sera son programme de course, comment la Groupama FDJ va s'organiser entre les collectifs autour d'Arnaud Démare et les collectifs autour de Thibaut Pinot, voire éventuellement autour de David Gaudu, peut-être par rapport au programme, au parcours des 3 grands tours. Peut-être que ça va permettre d'affiner certaines décisions. Eh bien, on suivra ça l'an prochain, donc comment voir ce que va pouvoir faire Thibaut Pinot et l'articulation des différents leaders de Groupama FDJ avec également David Gaudu et Arnaud Démare. Et ça nous fait justement une très belle transition vers la deuxième course de ce week-end, Paris-Tours, remportée par Arnaud Démare. Ça faisait 15 ans qu'un Français n'avait pas remporté Paris-Tours. C'était pas rien quand même, ça remonte à Frédéric Guédon, qui était justement directeur sportif d'Arnaud Démare ce dimanche, donc la belle petite histoire pour boucler la boucle. Avant de parler de la course d'Arnaud Démare et de sa saison dans la globalité pour sa 9e victoire cette saison 2021, parlons un peu du parcours quand même, Paris-Tours. On en a encore parlé ces derniers jours, notamment dimanche, le jour de la course, on en a parlé sur les réseaux sociaux. C'était cette année la 4e édition du parcours avec ses chemins de vigne, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le sud de la Loire avec notamment la côte les petites côtes comme la côte de l'Épan. Là on est sur les chemins de vigne qui rappellent un petit peu le Trobroléon, les Strade Bianche. Est-ce que au fil du temps, au fil des années, au fil des éditions, ce nouveau parcours de Paris-Tours, ça devient une réussite pour vous? Une réussite, peut-être pas, parce qu'on n'a pas non plus le recul pour y aller. Paris-Tours souffre aussi de son statut, avec une longueur qui descend de plus en plus, un plateau qui fait de plus le niveau continental Pro Series qui est le sien aujourd'hui. C'est plus le 6e monument tel que ça l'était il y a encore quelques années. Maintenant, on est sur des petites côtes au nord de la Loire, au lieu d'être sur des petites côtes au sud de la Loire, ça revient un peu au même. On n'est plus non plus sur des chemins qui ressemblent pas à grand-chose, comme la première année, où là, vraiment, il y en avait... C'était déraisonnable de faire passer une course dessus. On en a encore qui sont beaucoup trop abîmés, avec beaucoup trop de cailloux très pointus, et là, ça fait vraiment un côté loterie qui dessert un peu la course. Alors que sur... t'évoquais le Trobroléon. Le Trobroléon, on est un peu plus déjà sur des chemins sablonneux où il y a moins le risque de crevaison intempestive sans que le coureur ait puisse grand-chose. C'est ce que je déplore par rapport à certains des secteurs du final de Paris-Tours. Pas tous. Maintenant, petit à petit, on est en train de s'y faire, quoi. Les premières années, ça faisait bizarre parce que c'était un changement radical par rapport à ce que ça avait été depuis longtemps, mais c'est comme dès qu'il y a un changement radical dans un parcours, quoi. Les premières années de l'Amstel, quand on arrivait au Cauberg, ça faisait un peu bizarre. Bon, après, ça a changé, c'est passé à autre chose. Dans le même esprit, si on pense au côté, on dénature Paris-Tours, ça me fait un peu penser à une remarque que j'avais vue de Marc Madiot il y a quelques années, qui trouvait que Liège-Bastogne-Liège avait été dénaturé quand ça arrivait à Anse, parce que la vraie arrivée, c'était censé être à la Sauvenière, alors qu'au fil des années, il y a eu plus souvent des arrivées de Liège-Bastogne-Liège à Anse que dans le boulevard de la Sauvenière. C'est une question d'habitude, après, en quelque sorte, on va dire. C'est ça, il y a un contexte qui fait qu'à un moment ou à un autre, on s'attache à une course. Et moi, le Paris-Tours avec lequel j'ai grandi, avec les duels entre baroudeurs et sprinteurs, avec des Tchmil, des Tafi, des Eric Decker, parfois, et des sprinteurs avec du Petaki et du Zabel à d'autres occasions, et qui est ce duel sur une course tardive en octobre, sur 250 à 260 km, où l'ennemi c'était le vent et les toutes petites côtes, où on avait 3 ou 4 qui faisaient pas plus de 500 mètres dans le final. Je me suis habitué, conditionné à ce Paris-Tours-là. Et quand je voyais les Paris-Tours de 2018, 2019, 2020, j'avais pas l'impression de ressentir un grand Paris-Tours. Maintenant, comme tu dis, c'est la 4e année et on s'y fait petit à petit.
Et le côté classique, entre guillemets, on commence à l'avoir, parce que là, si je dis pas de bêtises, ça fait 3 ans que la portion finale de 50 km est absolument pas changée. Donc on commence à avoir un rituel avec ces petites courses, avec ces petites côtes, avec ces quelques secteurs du final. Et le bon côté aussi, c'est que le déroulé de la course a été légèrement différent, parce qu'on a beaucoup plus pensé à l'éventualité d'un sprint en petit comité, ce qui n'avait jamais été le cas ces dernières années. Même si au final, il y a quand même eu des attaques et c'est quand même un petit groupe qui s'est joué la victoire au sprint, on commence à avoir des scénarios de course un petit peu différents par rapport à ce que les coureurs peuvent proposer. Et plus ça va, plus je tends à vouloir laisser sa chance à ce parcours-là. Même si j'en démords pas, il faudrait rajouter 40 km de plus. Oui, parce que là, on est passé à 212 km cette année, alors que dans les années 2000, en courant des années 2000, on était facilement au-dessus des 250, on était vers 255 km à peu près pour la distance de Paris-Tour. Johan, toi, est-ce qu'au fil du temps, le parcours de Paris-Tour, ce parcours new look en quelque sorte, te séduit, te convainc? Moi, j'ai jamais eu de problème avec le nouveau parcours, c'est juste que c'est une course qui m'intéresse moins que l'ancien parcours de Paris-Tour, qui était souvent une course beaucoup plus nulle, hein, on va pas se mentir. Des fois des années où il se passait rien, il n'y avait pas de bordure, que dalle, un peloton groupé, un sprint et puis c'était fini. Mais que je trouvais plus atypique dans le peloton, une espèce de Milan-San Remo de fin de saison, quelque chose comme ça que je trouvais assez chouette. Là, c'est un peu une Flandrienne un peu plus classique, on en voit beaucoup maintenant, et un peu plus attendu de ce que ça peut donner, quoi. Donc après, je trouve que c'est une réussite dans ce que ça veut faire. Le parcours marche bien, il s'est bien installé. La course de cette année était vraiment chouette. Justement, parce qu'il y a plus de suspense que d'habitude par rapport aux autres années où il y avait souvent ça se décantait un peu plus vite. Donc c'était une belle édition, c'était chouette à voir. Moi, je serais aussi pour ajouter 40 bornes, mais 40 bornes après les côtes. Enfin, une espèce de Ganvé game pour arriver à Tours. Tant qu'à faire une Flandrienne, autant faire une Flandrienne jusqu'au bout, quoi. Mais non, c'était chouette. Enfin, ça marche bien. Les chemins sont quand même beaucoup plus propres. Ça va finir par se tasser au fur et à mesure des... Et au final, est-ce que c'est peut-être plus intéressant pour le déroulé de la course, ce qu'on peut y voir, d'avoir ce nouveau parcours par rapport à l'ancien? Bah, pour le grand public, c'est mieux. Enfin, c'est plus. Pour le grand public, je pense que ça passe mieux. Je pense que c'est plus iconique. Ça a moins le côté un peu spécialiste, aficionado de cyclisme qui va regarder les pauvres petites côtes de 400 mètres à 10 bandes de l'arrivée et qui va se dire ah oui, là, cette côte mythique, pont d'autoroute, là, enfin voilà quoi. Après, ça marche bien, c'est plus télégénique, c'est un peu dans l'air du temps forcément, avec les chemins non goudronnés, mais c'est chouette quoi. Et donc au final, on peut dire à Patrick Lefeuvre qu'il peut revenir ou pas? Parce qu'il avait dit après la première édition que les secteurs étaient trop dégueulasses, qu'il voulait plus revenir sur Paris-Tour. Hein. Quand on voit comment ils sont foirés leur Paris-Roubaix en crevant dans tous les sens, et que Patrick Lefeuvre va pas dire ah non, on viendra plus Roubaix, c'est trop dégueulasse. Franchement, oui, Patrick, tu peux revenir quoi, arrête de te foutre du monde. Hein. On va quand même parler de la course de cette année avec Arnaud Démare qui a levé les bras sur le boulevard de Gramont, sa 9e victoire de la saison. Ça faisait 4 mois qu'il n'avait pas gagné Arnaud Démare, ça remontait un petit peu depuis la route d'Occitanie, la 2e étape. Est-ce que pour Arnaud Démare, en quelque sorte, cette victoire, ça va sauver sa saison, peut-être cette saison 2021 pour lui? Oui, complètement. C'était pas une saison vide. Enfin, quand tu gagnes des courses par étape, c'est quand même toujours bien sur le palmarès. Mais pour un cador international comme Démare, forcément, une année où tu gagnes pas de grosses courses, tu gagnes pas d'étapes sur les grands tours, même il a pas gagné en World Tour, je crois, il me semble. Ouais, tout à fait. Oui, voilà. À la fin de saison, tout d'un coup, récupérer un grand nom du cyclisme au palmarès, et notamment pour les sprinters. Une des classiques de référence, enfin en tout cas qui était une des classiques de référence, une course qui convient très bien, où il a toujours bien figuré et où enfin il réussit à gagner, oui forcément ça lui sauve pas mal de choses, ça fait que fin de saison il va pouvoir finir de ok j'ai réussi à faire ça, l'année prochaine on va repartir, on va peut-être changer des trucs à entraînement mais je peux quand même avoir confiance dans ce que je fais et puis on va pouvoir quand même réussir de performer au plus haut niveau. Geoffrey, cette victoire sur Paris-Tour, ça sauve sa saison, ça n'efface pas les ratés notamment sur le Tour de France et la Vuelta? Ça, le bon point positif, comme Yann le disait, de finir sur une bonne note, de dire ah bah quand même, il y a moyen d'aller récupérer quelque chose, mais pour moi ça sauve pas la saison parce que c'est une saison sans la moindre victoire en World Tour. On attendait beaucoup de son Tour de France après son Giro l'année dernière. Il avait une équipe autour de lui, il sort au bout d'une semaine. La Vuelta, il y a 3 malheureux top 10 qui se battent en duel alors qu'on mettait en avant un parcours pour sprinter.
Ouais, il a gagné Paris-Tours, mais il a gagné Paris-Tours en 2021. Il n'a pas gagné Paris-Tours dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000 ou avant, quoi. Il a gagné une Pro Series de 210 bornes. C'est bien, mais ça sauve pas une saison, quoi. Oui, il a 9 succès, mais je veux dire, enchaîner des victoires, c'est quoi, la route Tourangelle, les boucles de la Mayenne et la route d'Occitanie, c'est bien pour le top sprinter d'une équipe continentale, c'est pas pour le coureur qui se veut être un des meilleurs sprinters du monde, qui l'était pour moi l'année dernière. Tant qu'en tout cas ces victoires-là ne sont pas en préparation de quelque chose à côté. On va dire ces 9 succès-là, s'il y aurait eu juste un succès sur le Tour, voire même un succès sur la Vuelta, là j'aurais dit ouais, ça aurait sauvé la saison. Là, sa victoire sur Paris-Tour, il a été la chercher avec la manière, mais... Et justement, par rapport à la façon dont Arnaud Démare a gagné ce Paris-Tour, qu'est-ce que ça représente, cette victoire, dans ce qu'est devenu le coureur Arnaud Démare? Le problème, c'est que le coureur qui est devenu Arnaud Démare, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, moi, c'est un garçon que j'adore, j'ai rien contre lui, mais le problème, c'est que il se met à bien briller dans certains sprints. Du coup, on part dans le côté, bon, bah, on va se mettre un peu de côté des classiques et on va mettre tout en forme pour le sprint. Résultat, sur le sprint, ça se retrouve être un gros couac. En revanche, il sait se montrer hyper costaud dans des parcours piégeux, avec des petites bosses, tout ça, et il est pas mal sur les classiques. Ah bah du coup, on va se tourner un peu plus vers les classiques, un peu moins pour le sprint. Sauf que sur les classiques, ça va pas. Alors finalement, on revient vers le sprint. Ce qui s'est passé l'année dernière, et ça a été super, il fait une saison énorme, il bat les meilleurs dans plein de courses, il gagne 4 étapes et le maillot cyclamen sur le Giro. Du coup, cette année, on se dit, bon, bah tout pour le sprint. Résultat, c'est un bon sprinter au niveau Coupe de France, et encore, même pas toujours. Pour que son grand succès, il aille le chercher en costaud dans une classique. Il y a un entre-deux qui réussit pas à se trouver, il y a une alternance qui n'est pas vraiment réussie de succès, on passe de l'un à l'autre sans qu'on réussisse trop à comprendre pourquoi. C'est particulier. Maintenant, pour l'année prochaine, reste à voir, je pense, le parcours du Tour de France et l'équipe que va envoyer la FDJ. Est-ce qu'il va partir vers les classiques? Est-ce qu'il va partir vers le Giro? Ça va dépendre aussi du parcours du Giro, le Giro qui se fait parfois des orgies de montagne. Si c'est le cas et qu'on a un parcours qui, ni sur le Tour ni sur le Giro, met en avant les sprinters, de fait, il va se retrouver à partir un peu plus sur les classiques. Peut-être que ça tombe bien, vu le Paris-Tour qu'il vient de faire là. Mais non, il faut voir. Ça reste un coureur qui est capable de gagner, mine de rien. Mais le problème, c'est qu'il ne gagne pas nécessairement là où on aimerait qu'il gagne. Johan, Arnaud Démare, c'est plus un sprinter, plus un classic man, vers quoi il tendrait le plus? Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. De toute façon, il y a toujours comme il a dit Geoffrey, ce problème de vers quoi il se concentre. Quand il se remet à sprinter, il se met à gagner des classiques, et quand il se remet à vouloir faire des classiques, il n'est pas trop mauvais en sprint. Donc, je pense que pour moi, faut qu'il reste concentré sur le sprint, parce que de toute façon, le côté classique va venir un peu tout seul. Quand il est dans la période des classiques, tu changes juste un peu les entraînements, tu te remets un peu à faire derrière dernier, un peu de foncier, et puis tu seras dans ce qu'il faut faire de toute façon. Donc, typiquement, ce qui lui manquait cette année, qu'on a vu beaucoup, c'est même dans les courses difficiles. Par rapport à l'année dernière, il n'arrivait pas à sprinter dans les fins d'étape, il était souvent un peu à court. Pour moi, ce qu'il faut qu'il retrouve, c'est ça, c'est le côté genre un peu endurance, capacité de finir au sprint vite, un peu sur tous les terrains, et après ça viendra ou ça viendra pas, c'est pas très grave. Il a déjà un gros palmarès, donc il faudra qu'il gagne Grand Game, il faudra qu'il gagne une étape de la Vuelta, qu'il regagne des étapes sur le Tour, et des trucs comme ça, mais il faut juste qu'il retrouve un peu la bonne formule, ça passe bien, et puis on verra ce que ça donne. Ou qu'il finisse par enfin gagner le Grand Prix de Fourmies. La course de référence, bien sûr. Qu'il y mette les pieds déjà, non? Parce que... Alors, il y a déjà mis les pieds, il a déjà terminé sur le podium, et sur le podium, Raymond Poulidor lui a dit « c'est pas grave de finir deuxième ». Vraie anecdote. Pour revenir à ce Paris-Tour 2021, on a parlé d'Arnaud Démare. Il est quand même revenu dans le final sur un duo Frank Bonamour, Stade de Wolf avec Jasper Stuyven. Frank Bonamour, en quelques mots, ce Paris-Tour, c'est dans la façon de courir, c'est le point d'orgue de sa saison, la consécration d'une montée en puissance, on peut dire?
Oui, enfin, ça peut dans la continuité de tout ce qui se fait depuis le Tour de France, hein. C'est pas, je sais pas si c'est un point d'orgue. C'est sûr que s'il avait gagné, là, ça aurait été assez incroyable pour lui. Et clairement, il a loupé une grosse occasion. Je suis assez d'accord avec Jalabert qui dit que tant que t'as pas gagné une victoire pro, enfin, clairement, les deux, enfin, de vous faire rouler, enfin, fait le jeu à fond, on sentait que Bonamour était un peu sur réserve et qu'il lui restait un peu trop dans le sprint et que là, clairement, il a loupé un gros coup. Mais après, c'est très très bien, quoi. Donc, forcément. C'est sûr que ça sera l'homme fort de BNB l'an prochain, que on va tous attendre de voir ce qu'il peut faire, si jamais il peut passer un cran, notamment sur le World Tour en dehors du Tour de France. Là, c'est dommage pour lui, et puis il aurait pu faire un peu mieux, mais c'est déjà très très bien les courses qu'il fait, il court juste, il est dans les coups. C'est sûr que c'est une des belles révélations de la saison. Je ferai un petit mot sur Franck Bonamour, deuxième de ce Paris Tour. Vu le sprint à 4, je m'attendais à ce que les deux baroudeurs fassent 3 et 4. Et que ça se joue entre Jesper Stuyve et Arnaud Démare. Je suis surpris de le voir faire deuxième, qu'il a encore autant d'énergie à la fin de la course, à la fin de la deuxième partie de saison assez énorme qu'il fait. Maintenant, il a pas encore gagné. Vu la tendance, ça va aller. Johan disait à voir ce qu'il va donner en World Tour l'année prochaine. Maintenant, vu le calendrier World Tour de l'équipe BNB, on verra ce qu'il va faire dans Paris-Nice. À côté de ça, il aura de quoi peut-être aller gagner une course de Coupe de France à un moment. Maintenant, oui, ça va être l'homme forme de BNB l'année prochaine, mais entre guillemets, ça va être que l'homme forme de BNB l'année prochaine, parce que c'est pas non plus la plus grosse formation, malgré les déclarations de Jérôme Pinot quand il présente son équipe. Il faut se souvenir de Paris-Roubaix, hein. Cyril Lemoine qui fout la misère à Wout van Aert dans la tranchée d'Arambert. Non, mais voilà, quoi. Si on se souvient de Paris-Roubaix, c'est une équipe qui avait bien pesé sur 200 bornes et dès qu'on passait à la longueur d'une Classic World Tour, ils n'étaient plus là. Eh bien, écoutez, on verra ça pour Franck Bonamour et l'équipe BNB Hotel dans son ensemble la saison prochaine. En tout cas, Franck Bonamour qui a conclu avec cette deuxième place une belle deuxième moitié de saison. Il est bien monté en puissance à partir du Tour de France. Un petit peu ce qui résume ce que vous dites, Johan et Geoffrey. Avant de finir ce podcast, petite question bonus. Entre le Tour de Lombardie et Paris Tour, quelle était la plus belle course de ce week-end pour vous? La manche féminine de la Coupe du Monde de cyclocross. C'est une bonne réponse aussi, hein, remportée par Marianne Vos à Waterloo, aux États-Unis. J'avoue que cette opinion est très biaisée par le résultat. Johan? Je suis pas en désaccord avec la réponse. Non, Paris Tour était plus chouette, je trouvais. Le Tour de mardi était un peu plus mou dans le déroulement, avec certes pas mal d'attaques dans le dernier col, mais les positions étaient un peu plus figées, moins de suspense jusqu'à l'arrivée. Enfin, à partir du moment où Masnada était tout seul avec Pogacar, tout le monde était là, oui, bon, ok, Pogacar, quoi. Il y avait quelque chose de plus incertain dans Paris Tour, avec des outsiders qui pouvaient gagner. Est-ce que les gros favoris allaient revenir ou pas? Les crevaisons qui faisaient un peu bombardement. Plus intéressant à suivre quand même, je trouve. Mais c'est toujours le côté, les Flandriennes sont plus intéressantes que les courses de grimpeurs, quoi. Dans l'idée, je mettrais aussi quand même Paris Tour dans les deux, quitte à comparer sérieusement les deux courses, mais aussi parce que les finales de course du Tour de Lombardie vers Bergame, j'ai jamais vraiment accroché à ça. Alors que c'est avec ce finale-là que j'ai découvert le Tour de Lombardie quand j'étais jeune, parce que ça finissait systématiquement à Bergame à la fin des années 90, au début des années 2000. Bon, c'est pas aussi pourri que quand ça arrivait à l'Echo, ça c'est sûr, mais ça vaut pas les arrivées à Com, que ce soit avec Sormano ou pas, Civilio par le versant roulant ou le versant pentu, éventuellement sans faire modèle à Battaglia. Je trouve qu'il y a un plus beau terrain de jeu quand on arrive vers le lac de Com. Eh bien, il faudra voir l'an prochain quel est le parcours qui est choisi par les organisateurs du Tour de Lombardie, par RCS. Est-ce qu'ils vont refaire l'alternance? Est-ce qu'on aura Bergame ou Com à l'arrivée? Et bien voilà, avec tout ça, on arrive tranquillement à la fin de ce podcast. Merci Johan et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie pour débriefer le Tour de Lombardie et Paris Tour, les deux dernières grandes courses du calendrier sur route de cette saison 2021. Pour le prochain épisode de Chasse Patate, on se donne rendez-vous vendredi parce que ce jeudi, il va y avoir la présentation officielle du parcours du Tour de France 2022, Tour de France qui s'élancera du Danemark
C'est pour l'instant tout ce que l'on sait, les 3 étapes danoises avec un contre-la-montre. Tout ce que l'on sait, oui, c'est. Tout ce qui est officiel en aucune tout cas. info à On l'avance, sait que On n'est pas déjà en train de râler sur un parcours qui n'a pas été encore dévoilé. voilà, si vous voulez en attendant lire, voir un petit peu les rumeurs, ce qui est plus ou moins annoncé et venir échanger, vous pouvez venir sur le forum du groupe Eto. Il y a pas mal d'échanges à ce sujet et puis plus on approche de la présentation, plus ça s'accélère. Et donc en attendant le prochain épisode de Chasse Patate qui sort ce vendredi, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto justement, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.